avant le show. Kenny Omega, accompagné de Nakazawa, qui semble prêt et plutôt en paix avec lui-même avant le match contre MJF dans le main event de ce soir dans un Dynamite qui va commencer. Bonjour à tous, c'est WG pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Baker Sound à Clearwater Beach en Floride devant un petit peu plus de 3300 spectateurs. Je crois que l'arène était quasi complète, ça va peut-être pas grand chose près, peut-être que ça s'est rempli au dernier moment. En tout cas, c'est d'après Celtics, c'est les sources, je crois, au moment d'une heure avant le début du show. Donc peut-être complet, en tout cas, il y avait l'air d'avoir du monde, il y avait un peu de bruit dans cette arène. On va démarrer tout de suite avec Tommaso Ciampa contre Chris Jericho. Ciampa qui veut s'en prendre à Jericho en attendant en haut de la rampe d'entrée, mais Jericho l'avait senti venir et il arrive par le public. Ciampa va réussir à placer un Fairy Tail Ending directement sur l'escalier en métal en dehors du ring et pour prendre l'avantage dès le début du match. Le match est plutôt agréable. Les deux jouent autour de la disqualification jusqu'au moment où Jericho va piéger Ciampa dans son wall. Ciampa va attraper un saut, Corey Edwards va lui reprendre, mais il va en profiter du coup pour jeter une poignée de sable. On est à la plage après tout. Pour les jeter dans les yeux de Jericho. Coup de genou et compte de 3 pour Tommaso Ciampa qui va prendre une victoire contre Jericho. J'imagine que ça va pas s'arrêter là parce qu'après le match, Ciampa va rajouter un coup de chaise dans le crâne de Jericho puis il va aller chercher une perceuse en dehors du ring. La sécurité elle va venir s'interposer pour que Ciampa quitte le ring, donc au final on n'aurait pas eu de perceuse sur Jericho. Tant mieux, je suis pas certain que ça serait passé à la télé. Mais le plan est drôle de voir Ciampa perceuse en main en train de vouloir découper Jericho à la perceuse. La sécurité qui intervient, au final tout finit à peu près bien. J'imagine que ça va nous mener vers un deuxième match. De toute façon Jericho, on a souvent ce format là en 3 matchs. Le prochain match victoire Jericho et puis après la belle avec on verra qui gagne au bout. Mais c'est souvent le format qui a l'air de se répéter pour lui. On verra bien ce que ça donne un peu plus tard. René Paquette avec Will Ospreay qui lui demande ce qu'il pense du main event de ce soir. Il va répondre qu'il préférerait affronter Kenny à All-In alors qu'il est rejoint par MJF qui en a marre d'entendre parler d'Ospreay versus Kenny All-In. Il a envie qu'on parle de lui un petit peu, on a envie qu'on envisage lui à All-In, lui affronter Ospreay, parce que lui il compte pas perdre sa ceinture. Il se considère comme étant le meilleur, et Will lui qui va se moquer un peu de lui, va lui répondre que il peut mettre 50 personnes devant lui dans la liste des meilleurs du monde. Il connaît des gamins de 14 ans au Japon qui sont déjà meilleurs que lui aujourd'hui, et donc ils rentrent pas dans la catégorie des meilleurs. Ça va vexer MJF qui va lui cracher au visage et les deux vont en venir aux mains. Et du coup la sécurité encore une fois qui vient séparer beaucoup de sécurité ce soir ensemble. MJF et Will Ospreay qui se font séparer, la tension monte. J'aime bien, c'est un peu dans l'idée qu'on a vue il y a quelques semaines, c'est qu'on essaye de nous construire quelque chose entre MJF et Will Ospreay pour brouiller les pistes, peut-être parce que la victoire de Kenny Omega semblait un peu trop évidente, donc on nous construit un petit peu ce MJF Will Ospreay à All-In en posant des bases pour qu'on ait le doute en se disant ah tiens mais en fait ils construisent quelque chose, c'est MJF qui va gagner ce soir au final. C'est malin, ça joue avec les codes d'écriture du catch habituels aux États-Unis, donc c'est cool à voir. On sent que c'est écrit intelligemment pour mettre un doute au spectateur qui s'y connaît finalement. Konosuke Takeshita, Sky Fletcher, match très attendu entre les deux pour le titre international. On nous propose ça juste avant le départ de Konosuke pour le G1 Climax. D'ailleurs, la preview du G1 Climax 36 est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour l'instant ça marche très bien, les gens ont l'air très contents, donc si c'est votre premier G1, le format est fait pour être assez pédagogique, donc si vous aviez un doute, si vous allez le regarder ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La preview du G1, on l'a fait pour que ce soit accessible même à des personnes qui regarderaient leur premier G1 ou qui voudraient découvrir New Japan avec ce format-là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous y connaissez un petit peu plus, vous passez de la première partie, les 5-10 premières minutes, vous allez directement dans la partie preview. Vous allez vous retrouver avec Sofiane et moi qui parlons du G1 Climax pendant un bon moment. Et on prend le temps d'essayer d'en parler correctement. Et donc, Konosuke qui va donc partir au G1, le match qui va démarrer doucement avec un Fletcher qui s'en prend surtout au bras droit de Takeshita. Le match il aura besoin d'un joli super kick de Fletcher pour contrer une projection dans l'écart de Takeshita, suivi d'une Blue Thunder Bomb de Konosuke pour enfin plus ou moins décoller. Konosuke va faire son enchaînement Pile Driver, German Suplex directement sur le tablier du ring. Moment assez impressionnant parce qu'il faut être précis dans ces moments-là. Et toujours un peu peur de ce qui va se passer, mais ici tout est bien fait, tout est très propre là-dedans. Les deux catcheurs avaient un petit peu oublié le travail sur le bras droit de Takeshita jusqu'à son Raging Fire, où il ne parviendra pas à faire un compte de 3 parce qu'il va pas pouvoir prendre la jambe de Fletcher qui était proche de la corde. Donc finalement simplement un compte de 2 ici. Le match va se poursuivre avec encore quelques assauts sur le bras, mais c'est en se tenant dans le coin que Fletcher va placer un Brain Buster pour obtenir le compte de 3 et devenir le nouveau champion international en battant Konosuke Takeshita.
J'imagine que c'est un épisode 1 d'une série de matchs. Je pense qu'on en aura d'autres parce que j'ai quand même eu l'impression qu'ils en ont gardé pas mal sous le pied, surtout sur le démarrage du match où la narration. Il y avait un côté intéressant avec le bras, il y a eu un milieu de match où ils ont complètement oublié de continuer de travailler sur ce bras-là, pour ensuite y revenir un petit peu sur la fin. Donc il y a peut-être ce passage-là qui est peut-être un petit peu dommage. Maintenant, le match restait quand même très très bien sur du format télé en tout cas. J'espère un format pay-per-view pour eux deux, qui peut être assez intéressant en utilisant cette base-là du premier match qui est déjà très bien sur du format télé. Donc ça c'était très bien. Et puis bon, on pouvait se douter un petit peu de la défaite de Takeshita à cause de son départ au G1, ça semblait presque évident pour éviter qu'un champion ou l'élite perde des matchs, parce que c'est dans un G1, forcément on va perdre des matchs. Donc éviter qu'un champion ou l'élite aille perdre quelques matchs à un G1. Nick Wayne avait eu pratiquement le même traitement avant de partir pour le Best of Super Junior il y a quelques mois. Donc c'était un peu prévisible, je m'attendais pas à une grosse surprise. Et donc c'est sûr que sur un résultat prévisible, autant ne pas lâcher les chevaux sur un match comme ça, en plus pas en main event. Donc c'est bien d'en garder un petit peu sous le pied pour éventuellement all-in à voir. Mick Foley qui va rejoindre Kyle Fletcher sur le ring, donc pour voilà faire une petite promo du nouveau champion. Et donc il va demander ce que ça fait de battre son ancien meilleur ami, Fletcher, qui veut lui dire qu'en fait ils ont jamais été amis, il a toujours été le numéro 1 des deux. Don Callis va vouloir chasser Foley du ring, et on a un instant d'ailleurs sur Foley qui apprête ses chaussures, qu'il a un chien qu'il a perdu, qu'il a mis sur une chaussure, il a un chien qui est encore vivant, qui est sur l'autre chaussure, et donc si Don Callis fait pas gaffe à ce qu'il dit, et ben il y a un petit chien qui finira dans son cul. Il est long à parler, Mick Foley. Ça me fait un peu bizarre sur ce format, ou surtout face à un Don Callis ou des Kyle Fletcher qui parlent assez rapidement dans l'ensemble. Et donc c'est vrai que Mick Foley, il est très lent dans sa narration quand il veut prendre le micro. Mais il a un côté très sympathique qui fait qu'on a envie de le protéger parce qu'il a un peu ce côté papy gentil qui marche bien avec Fletcher. Et donc voilà, il montre ses chaussures, mais très jolies chaussures. Très jolies chaussures de la part de Mick Foley. Et après, c'est au tour de Kevin Knight de venir au ring, de présenter ses intentions de revenir après le titre mondial, après le match de ce soir, peu importe que ce soit Kenny Omega, peu importe que ce soit MJF, le prochain challenger c'est Kevin Knight. Mais Andrade ne compte pas en rester là, il va se présenter en haut de la rampe, il veut se venger de la Don Callis Family en leur piquant une ceinture. Don Callis veut le faire passer au travers de Jack Doyle, et en cas de victoire contre Jack Doyle, il aura le droit d'affronter Mark Davis pour le titre national. Andrade, ça lui va, il a envie de piquer une ceinture à Don Callis Family, et ça reste un programme plutôt rigolo à suivre, je trouve. Et d'ailleurs, une partie de la Don Callis Family qui va venir s'attaquer à Andrade, qui va s'enfuir backstage. Mais en fait, c'est un piège, parce qu'il était avec Darby depuis le début, qui va venir les attaquer aussi. Et alors que Brian Cage qui va prendre le skateboard de Darby, et en fait, il pense que c'est le sac à dos de Darby où va y avoir une explosion. Du coup, Kevin Knight dit à tout le monde prenez pas le sac. Mais par contre, c'est au moment où Brian Cage va prendre le skateboard où le skateboard va exploser à son tour. Il y a un moment assez drôle, je crois que c'est Jake Doll qui va regarder Andrade qui se tenait hors caméra et qui va le pointer en disant ouais, c'est lui. Et la caméra va se tourner vers Andrade avec le détonateur dans les mains. Il va être là en mode oh you know. J'ai beaucoup ri, ça m'a beaucoup fait. Je me suis remis 3-4 fois le passage là, il était très drôle, très très drôle. On enchaîne ensuite avec Mox et Ospreay contre les Workhorsemen. Content de voir les Workhorsemen ces dernières semaines. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de rajouts sur la carte de catcheurs que j'aime bien, qui sont un peu cantonnés à Ring of Honor ou à des petits squash de temps en temps. Là, il y a un vrai match de catch. Bon, on se doute de qui va gagner quand on regarde la line-up, mais ça a duré quand même plus de 5 minutes. Je trouve qu'ils ont un peu eu l'occasion de faire un truc. Moi, j'aime beaucoup JJ Drake. Je trouve que c'est un excellent catcheur sur ring. Je trouve que dès qu'il a le temps, dès qu'il a de quoi maximiser des minutes, je trouve qu'il est très fort là-dedans. Il n'a pas besoin de 20 minutes pour être un bon catcheur. Lui, en 5 minutes, en 6 minutes, il nous montre des choses qui sont sympas à voir. En plus, sur des matchs où il subit. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool à suivre. D'ailleurs, il y a la confrontation, je trouve, entre JJ Drake et Moxley, elle est assez plaisante. Will et Mox vont logiquement l'emporter avec l'enchaînement Death Rider suivi du Hidden Blade. Pas de surprise ici, victoire de Mox et Will Ospreay. Et ensuite, le Casino Gauntlet pour une chance au titre mondial féminin à rédemption. Tous les yeux de Tekla qui va aller à la table des commentateurs et Mercedes Moné qui est sur une espèce de chaise de maître nageur sur la scène d'entrée. On démarre le match comme prévu avec Athena et Maya World, pas de surprise ici. Sky Blue va faire son entrée en numéro 3. Tekla, elle est très drôle aux commentaires. Pendant tout le match, elle a que des réflexions assez drôles, un peu border de temps en temps, mais ça marche très bien. Je pense qu'il faut lui laisser le taf en plein temps, moi de mon côté, pour enlever Excalibur. Faut mettre Tekla à la place.
En 4, ce sera Minashi Arakawa qui va pouvoir faire son Ronin et qui va avoir un petit échange sympa avec Maya World. Un très très non plus intéressant dans ce genre de match-là. De toute façon, c'est pas vraiment le catch qui prime ici. Petite surprise du Gauntlet avec l'arrivée de Rina de Stardom, membre actuel d'Odo Tai de Stardom, dont Tekla a également fait partie. Je crois pas qu'elles étaient ensemble à ce moment-là, parce que Rina elle est très jeune, elle a 19 ans. J'ai un doute. Et puis Tekla aussi fait partie de Del Mondo, mais c'est une partie de Stardom que j'ai pas très bien connue. Donc je sais pas si c'est sur la même période de temps. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais d'ailleurs Tekla va le dire aux commentaires, va dire on a fait partie du même clan, mais je crois pas qu'elles se soient croisées. Je dis on est cool, on est cool. Donc, mais ouais, un doute si elles se sont croisées chez Odeotai du côté de Stardom. Elle va directement aller s'en prendre à Minashi Arakawa, parce que Minashi Arakawa elle a jamais été vraiment méchante chez Stardom, donc voilà, Rihanna qui la voit comme une ancienne ennemie. Julia Hart à son tour, qui va faire le ménage également avec un couvercle de poubelle, et qui va s'en prendre à la sécurité autour du ring. Encore une fois, sécurité, hein, sur ce show-là, c'est l'air d'être la classique. Avec Sky Blue, du coup, qui va venir l'épauler. On est suivi là d'une seconde coupure plus, on a déjà eu une un petit peu plus tôt dans le match, et même avec le format complet, c'est pas forcément le match le plus intéressant à suivre dans sa globalité, mais bon, c'est un match à clip, quoi. C'est un match où on fait des entrées, on fait des trucs sympas, c'est des petits trucs rigolos, donc c'est vraiment pas le but de faire un match de catch super intéressant, et ça se voit, hein, il y a vraiment rien de forcé là-dedans, personne ne veut se blesser, on y va vraiment tranquille. Derrière, on aura Thunder Rosa qui va se présenter au ring, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le retour de Willow Nightingale qui revient de blessure pour entrer dans ce Casino Gauntlet. Il va même profiter pour remporter le match avec une powerbomb sur Julie Hart et le compte de 3. Et donc, elle ira affronter Tekla à Rédemption pour le titre mondial féminin sous les yeux également de Mercedes Monet. Tekla va les mettre un spear directement à fouler à Willow, pendant que Davine Dominion va venir s'en prendre à Julie Hart et Sky Blue, qui était en haut de la rampe, visiblement en accord avec Mercedes Monet, qui elle va venir faire le ménage sur le ring à son tour en s'en prenant à Willow et Tekla. Un peu drôle qu'il y ait ce jeu des alliances avec Tekla, parce que bah oui, forcément, Tekla, elles sont trois. Mercedes Monet, elle avait peut-être besoin d'alliés. En plus, si ça peut justifier un petit match pour les titres avec le Triangle of Madness, et bah pourquoi pas. Ça permet de rajouter du monde et ça permet peut-être de faire un peu de place sur la carte pour les femmes pour les semaines à venir. Donc, moi, c'est deux équipes établies. Si on peut avoir un match sur Redemption sur la main card et pas dans le pré-show, encore une fois, s'il vous plaît. Moi, je suis complètement pour. Même si, voilà, c'est pas forcément Julie Hart que j'ai le plus envie de voir parmi les femmes sur la main card. Elle progresse un peu, elle essaye de catcher de mieux en mieux, mais il y a 3 très bonnes catcheuses. Donc, juste pour le principe, si on peut avoir un petit peu plus de place pour les mesdames pour les prochains pay-per-view, ce serait pas mal. Puis surtout, c'était par équipe qui peine un petit peu à prendre de l'intérêt. Clip qui vient répondre un petit peu aux interrogations autour de Jacques Perry, ce dernier qui va annoncer qu'il prolonge avec All Elite Wrestling. Je pense que c'est bien d'avoir fait comme ça et de l'avoir incorporé, pas forcément vraiment une storyline, mais de l'avoir incorporé dans un vrai procédé de Jack Perry qui réfléchit à comment est-ce qu'il doit progresser, etc. À un moment, vu quand le clip était fait, je m'attendais presque à ce qu'il dise je m'en vais, mais je vais revenir, quelque chose comme ça. Et je m'attendais presque à ça. Au final, il annonce qu'il prolonge. Moi, j'aime bien Jacques Perry. Je trouve que c'est un catcheur très décent. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment un créneau pour aller très très haut chez All Elite? J'ai comme un doute. Mais après, les catcheurs qui d'un coup trouvent la bonne formule et deviennent incroyables, ça arrive. Donc, je vais pas mettre une croix sur Jacques Perry. C'est un catcheur avec lequel je peux avoir des affinités. Donc, curieux de voir ce que ça va donner derrière. Et on va passer au main event, Kenny Omega contre MJF. Si Kenny perd, il n'aura plus jamais une seule chance au titre mondial masculin. Le match va démarrer rapidement avec échange de coups, et pratiquement comme si on était déjà dans une seconde partie du match. Le match, il n'a pas vraiment commencé avec une construction, on fait des petits trucs, on fait un petit peu de technique, etc. Non, le match, il commence directement comme si on était dans la deuxième partie d'un match de pay-per-view. Et je trouvais ça cool. Omega qui accélère tout de suite le rythme. Omega, il va même tenter rapidement un One Winged Angel qui va être évité par MJF. Joli moonsault d'ailleurs de Kenny Omega à l'aide de la chasse de maître nageur en dehors du ring. Et un Kenny qui va avoir beaucoup le dessus sur ce début de match. Il va y avoir également un gros big boot de Kenny Omega qui va envoyer MJF directement se fracasser sur la table des commentateurs en contrebas. Le match il est intéressant à suivre parce qu'on voit un Kenny Omega qui est déterminé à prendre la victoire, qui va surtout frapper fort. Et MJF qui va tenter de gratter un peu de force à Kenny au fur et à mesure, qui fait qu'il va devoir encaisser et donc qui va devoir un petit peu truander pour remporter le match. Et donc le but c'est de faire perdre de la lucidité à Kenny Omega au fur et à mesure du match et donc juste d'encaisser les coups
et MJF le fait très bien. Donc là, il va devoir résister et contrer. MJF, il va frapper son premier bon coup dans le match avec un tombstone directement sur une chaise posée à l'extérieur du ring. Il a emmené le match, de toute façon, principalement dans le match, MJF l'a emmené en dehors du ring pour pas subir de tomber, en sachant voilà, pertinemment qu'il allait pas avoir le dessus, qu'il allait devoir capitaliser sur une grosse action de son côté. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est une écriture très cool dans ce match-là. C'est vraiment MJF qui va vite se dire, je peux me faire surprendre par un Kenny Omega, je peux me faire avoir, surtout sur un début de match. Le but, c'est de l'emmener dehors. Je peux pas subir de tomber en dehors du match. C'est pas un Falcon Anywhere, c'est pas un match sans disqualification, même si il y a des largeurs avec les règles Elite Wrestling. D'ailleurs, Bryce Remsburg va clairement dire qu'il compte pas compter de décompte à l'extérieur sur ce match-là. Très vite dans le match, on va s'en rendre compte. Hein. Il n'y aura pas de décompte à l'extérieur, il va pas compter, on va pas finir un match de catch pour le titre masculin en main event par une double disqualification, double count-out. Donc clairement non. Tant qu'on est à peu près dans les limites du respectable, il n'y aura pas de count-out. Maintenant, voilà, il n'y a quand même pas de tombée dehors. Les règles vont pas changer pour autant. Et du coup, bah voilà, MJF qui sait qu'il peut se faire surprendre, qui va emmener le match dehors, qui va pas vouloir subir de tomber, et donc qui va attendre de capitaliser sur une action. Et donc c'est celle-ci, c'est avec le tombstone, où il va faire tomber dans la foulée pour un compte de 2 simplement. Et un petit peu après, Kenny va reprendre le dessus, alors qu'il va placer son One Weekend Angel, MJF va contrer en super Frankensteiner depuis le coin, puis son hit seeker pour conserver son titre. Et là, le compte de 1, 2 et dégagement de Kenny Omega. Pour enchaîner, MJF, il va vouloir mettre un coup de ceinture à Kenny, mais Bryce Remsburg va l'en empêcher. Mais c'est une intervention pour pouvoir sortir à la bague. Il y a juste une petite distraction ici. Mais cette fois-ci, Will Ospreay qui va venir l'en empêcher et lui retirer la bague du doigt. Kenny, lui, du coup, va prendre la ceinture. Il va hésiter à s'en servir. Mais au final, il va refuser. Il a pas envie de gagner comme ça. Il a envie de gagner en étant fier de lui. MJF en profite pour un low blow. Coup de ceinture et le tomber. Compte de 1. Kenny se dégage en Fighting Spirit. C'est mort. Il ne perdra pas. Il ne veut pas tomber à partir de là. Tout le monde le sait dans la salle. MJF ne gagnera pas ce match. Et oui, Kenny va reprendre la main. V-Trigger une première fois. V-Trigger une deuxième fois. V-Trigger une troisième fois. One Weekend Angel. Compte de 3. Nouveau champion du monde masculin. Kenny Omega, The Best Boot Machine. Et donc Kenny Omega qui devient le nouveau champion de All Elite et qui ira très probablement affronter Will Ospreay à All In. Il reste encore quelques étapes d'ici là, mais la carte semble se dessiner. Il y a encore Rédemption, il va pouvoir rentrer là-bas en tant que champion du monde. Je suis pressé de voir ça. Et un très bon match, et Kenny Omega qui montre que malgré l'âge, malgré les blessures, les aléas de son corps, il est toujours parmi les meilleurs de ce qu'on peut faire parce qu'il a une compréhension du catch qui est assez incroyable. Et j'ai beaucoup aimé toute cette narration un peu invisible avec MJF qui sait qu'il peut perdre contre Kenny Omega à tout moment et du coup qui veut pas rester trop dans le ring parce que il peut prendre un tombé et ce côté où il sait qu'il va se rendre, donc il sait qu'il doit être opportuniste, qu'il va devoir attendre le bon moment. Et donc Kenny Omega qui subit beau, qui lui doit rester dans son match, qui doit pas en sortir et qui est resté très sérieux tout du long. Et au final pour gagner le match, donc je trouve que c'était un très bon Dynamite dans l'ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, beaucoup de bons matchs. Forcément le Casino Gauntlet qui était un peu moins intéressant match en lui-même, mais c'était une bonne excuse pour faire une petite surprise avec Willow. Content de voir Rina, j'espère qu'elle aura quelques matchs en 1 contre 1 sur les semaines à venir parce que c'est une très bonne catcheuse. Rina, si vous la découvrez, franchement, soyez heureux de la découvrir parce que elle va être cool à suivre si elle est encore dans les parages du côté de Ring of Honor, du côté de Elite sur les prochaines semaines. Et j'espère que ça permet à plus de gens de la voir, j'espère qu'elle sera utilisée si elle traîne dans le coin. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre. Il y a déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, une preview du G1 Climax 36 qui est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Il y aura également une preview du 5-Star Grand Prix de Stardom qui sera disponible d'ici la semaine prochaine. Et donc il y aura également, normalement si tout se passe bien, une preview de la TJPW Princess Cup qui devrait sortir. Les line-up ont été annoncés ce jour même. Donc si les calendriers le permettent, on devrait tourner également une preview pour ce tournoi-là. Donc normalement 3 previews en moins de 2 semaines. En plus de ce récap, on charbonne là sur ces 2 semaines-là. Comme pas possible. Donc n'hésitez pas à tout suivre, à commenter, à partager. Le plus important, c'est de partager. En ce moment, l'algorithme YouTube, il est pas content.
Je sais pas pourquoi, mais il est fâché. Donc, n'hésitez pas surtout à partager pour faire un peu connaître la chaîne autour de vous, qui fait le plus plaisir de faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était Dumble J pour ce récap de Dynamite. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!